Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors Christelle, nous arrivons au 103e SITREP, n'est-ce pas? Nous sommes le 11 août et il y a quelque chose de particulier, c'est que ça fait maintenant 2 ans, hein? Ouais, 2 ans, donc on le fait un petit peu en avance, puisque normalement c'est le 13 août, mais bon, voilà. Comme en fait je commence mes congés la semaine prochaine et que donc samedi prochain il n'y aura pas de SITREP, et qu'après ça reporte à 15 jours après, je trouvais que c'était un petit peu loin, donc on va fêter aujourd'hui les 2 ans donc, de nos SITREP du Donbass, donc j'ai acheté ce qu'il faut, j'ai acheté des petits gâteaux. Ah, bon, voilà. J'ai pas de petites bougies, hein, je suis désolée, donc je fais ça avec des allumettes, voilà, donc ouais. Voilà. Donc voilà, joyeux anniversaire. Merci, merci, et j'espère que ça fait plaisir à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, parce que... vas-y. Hop là, voilà. Ça fait plaisir à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, parce que, évidemment, ça fait énormément de travail pour toi. Un petit peu moins, même pas mal moins pour moi, mais le plus important, c'est les informations que tu nous donnes, parce qu'elles nous permettent de nous extraire du brouillard de propagande diffusée par les médias mainstream. Ah bah ça on en reparlera d'ailleurs à la fin pendant ce temps-là à Kiev. Voilà. Alors bon, parmi les gens qui m'avaient demandé des trucs, bon les gens avaient du mal à trouver des idées pour fêter les 2 ans. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de rigoler pendant 40 minutes. Bon, je me suis dit ce serait peut-être un petit peu lassant quand même rigoler pendant 40 minutes. Oui, donc je suis désolée. Alors, je rigolerai quand même un peu dans ce SITREP, mais pas pendant 40 minutes, ça va faire un petit peu trop. Et puis donc il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé de parler des choses un petit peu plus positives en RPD et en RPL. Donc ça je vais y revenir après. Je vais attaquer comme d'habitude avec la situation militaire, puisque du 4 au 10 août, donc l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 45 reprises, donc on est remonté, hein, on était à 26 ou 27 la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 102 obus de mortier de 120 et 82 mm, un missile anti-char philo-guidé, je vais en reparler un peu après, ainsi que 206 tirs de véhicules de combat d'infanterie, plus lance-roquettes, système de défense antiaérien, lance-grenades, armes légères, qui portent le total à 638 munitions tirées en une semaine, soit plus du double de la semaine passée. Donc là, on est remonté de manière assez violente. Même Alexander Hoog, donc le chef adjoint de l'OSCE, ici a fait la remarque et s'est montré inquiet de cette recrudescence des tirs. Ces tirs, il faut y rajouter les 6 violations du cessez-le-feu et les 194 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Donc on continue sur une mauvaise lancée là, pour l'instant. Ouais, c'est pas rassurant, c'est clair. C'est pas rassurant, hein. Et je rappelle que la prochaine trêve, elle aura lieu que pour la rentrée, c'est-à-dire à la fin du mois. Donc c'est très mal parti. Cette semaine, suite à ces tirs, 3 soldats de la RPD sont morts, un civil a été blessé à Naberezhnoye, je vais en parler après, et 18 habitations ont été endommagées à Gorlovka, Staromikhaïlovka et Kominternovo. Le bilan humain est mauvais, hein, c'est clair. Le bilan humain est mauvais, ça c'est très très clair. Donc en fait ce qui s'est passé à Naberezhnoye, c'est que dans la nuit du 6 au 7 août, donc un homme de 43 ans qui réside dans le village a reçu une balle à la hanche gauche, donc c'est une soirée où ils sont vraiment déchaînés au niveau de l'armée ukrainienne, un petit peu partout sur la ligne de front, dont à Naberezhnoye. Donc ils ont blessé ce civil qui a été évacué par les soldats de l'RPD, il a été emmené à l'hôpital de Telmanovo pour y être soigné. Un peu plus tard dans la nuit, un autre civil appelle une ambulance parce qu'il se sent mal, il a des douleurs dans la zone du cœur. Vu l'heure tardive et la proximité de la ligne de front, aucune ambulance civile ne peut se rendre sur place, c'est trop dangereux. La mission est donc confiée à une équipe médicale de l'armée. Donc c'est un véhicule Oural, donc c'est un camion, mais clairement marqué comme étant une ambulance. Donc on montrera d'ailleurs les photos de la porte de ce qui reste du camion, hein, qui a été montré par Bassourine hier lors de son rapport de situation, hein, qui prouve bien que le camion était bien marqué comme une ambulance. Hein. Il avait le cercle blanc avec la croix rouge dessus. Hein. Donc, bon. Ce véhicule, donc clairement marqué comme étant une ambulance, part avec un chauffeur et 2 femmes membres du personnel médical de l'armée pour porter secours à ce civil. L'ambulance arrive vers le village avec ses gyrophares et ses phares allumés afin de s'identifier clairement comme étant une ambulance et pas comme un véhicule militaire. Bon, il semble que, bon, comme d'habitude, ça suffit pas.
Ouais. Non, mais jouer le jeu, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les soldats de la 93e brigade des forces armées ukrainiennes ont tiré au missile anti-char philo-guidé sur l'ambulance, tuant sur le coup le chauffeur et les 2 femmes membres du personnel médical qui se trouvaient à bord. Donc on montrera les photos des 2 femmes en question. Ouais. Ça s'appelle un meurtre. Hein. Et ça s'appelle un crime de guerre surtout. Puisque je rappelle qu'il est totalement interdit par la Convention de Genève que l'Ukraine a signée de tirer sur une ambulance, qu'elle soit militaire ou civile. Ça, c'est l'état d'esprit néo-nazi qui règne dans les bataillons. Ouais. C'est, voilà, les conséquences. Donc, voilà. Donc devant ce nouveau crime de guerre, l'armée de la RPD a appelé les organisations internationales et la communauté internationale à se pencher là-dessus et à revoir leur politique à l'égard du pays terroriste qui est devenu l'Ukraine, surtout la Croix-Rouge, puisque comme l'a rappelé Bassourine, si ces organisations ne réagissent pas un jour, c'est elles qui risquent de se retrouver comme cible de l'armée ukrainienne. Voilà. Ça, à la limite, c'est gentil. Moi, je dirais que s'ils font rien, c'est qu'ils consentent. Et là, ça révèle quand même... Oui, mais ça, tu vois, ça les touche pas. Alors que si tu leur dis que si vous faites rien, un de ces 4, c'est sur vos véhicules qui vont tirer, là déjà, tu vois, ça les implique un petit peu plus. Ouais. Vu comme ça, oui. Tu vois, non, mais chez nous, ils sont gentils, mais ils sont pas naïfs, hein, tu sais, ils savent bien que... Il y a des méthodes qui sont un peu plus efficaces que d'autres, tu vois, quand ça les concerne directement tout de suite, ils sont un peu plus... Là... Ça, c'est comme quand on n'avait plus d'eau, tu sais, quand la station d'épuration avait été fermée l'année dernière pendant plusieurs jours, qu'on n'avait plus eu d'eau du tout à Donetsk. Là, ce coup, l'OSCE s'était réveillé, il ne pouvait plus prendre 2 douches à l'hôtel. Hein. Ah oui. Ceci explique ça. Il y avait plus d'eau à mettre avec le pastis au banana café. Au banana café, voilà. Militaire toujours, les services de renseignement de l'RPD ont aussi remarqué l'arrivée des forces spéciales du SBU sur la ligne de front, dans la zone de responsabilité entre autres du 1er bataillon de la 92e brigade mécanisée. Ils ont enregistré l'arrivée d'un groupe du SBU. La version officielle est que ces groupes ont pour mission de mener des activités de contre-espionnage pour identifier les personnes qui fournissent aide et assistance à l'ennemi et de vérifier le stockage des armes et des munitions. Mais en vrai, d'après les informations obtenues, ces agents sont arrivés pour désarmer les unités ultranationalistes installées près d'Avdiivka et qui sont toujours hors du contrôle du commandement de l'opération des forces interarmées. De telles pseudo-missions de contre-espionnage sont aussi prévues ce mois-ci, toujours près de Volnovakha et de Mariupol. Désarmement, bien sûr, qui sera couvert par les médias ukrainiens comme la chaîne 112 ou la 5e chaîne, ainsi que par des médias étrangers comme Bloomberg, qui doivent arriver sur zone, et ils sont attendus pour prouver que Poroshenko est déterminé à désarmer les ultranationalistes. Ouais, il est surtout déterminé à se débarrasser de ceux qui pourraient peut-être bien le chasser du pouvoir. Hein. Voilà. Bon, faut-il y voir une relation de cause à effet, mais aujourd'hui, l'armée de la RPD a déclaré, photo à l'appui, donc on la montrera, que Secteur Droit leur a revendu un mortier de 82 mm Vassiliok. Le commentaire allant avec la photo disait: en ce moment, chez Secteur Droit, c'est la période des soldes. Si les ultranationalistes en sont à préférer vendre leurs armes à l'ennemi plutôt que de laisser le gouvernement ukrainien les leur prendre, ça donne une idée du bordel en Ukraine, quand même. Oui, c'est-à-dire que les mecs, plutôt que de laisser le gouvernement ukrainien saisir leurs armes, ils préfèrent encore faire un petit peu de bénéfice en les revendant à l'ennemi. La soi-disant armée russe qui combattent pour défendre l'Ukraine contre l'envahisseur. C'est là que vous voyez la cacha qu'ils ont dans la tête quand même, ces gens-là. Hein. Ça prétend... stopper l'agresseur russe, l'envahisseur russe, et ça revend les armes à l'ennemi. Enfin bon... Ouais. Ah, bon. Ça en dit long quand même, hein, sur le niveau idéologique du truc. C'est atterrant à ce niveau-là, oui, ça c'est clair. Ouais. Pour donner une idée de l'état moral de l'armée ukrainienne, il suffit de se plonger dans les chiffres officiels des suicides de soldats ukrainiens depuis le 1er janvier 2018. Donc je rappelle, attention, ceux-ci sont les chiffres officiels. En vrai, les chiffres réels, ça doit être 2 à 3 fois les chiffres que je vais vous donner. Ouais. D'accord ? Puisque ça, c'est des chiffres qui ont été obtenus via un rapport qui a été transmis à Mouchenko, un chef d'état-major ukrainien. Et donc, dans ces chiffres, on découvre que du 1er janvier au 30 juin 2018, donc en 6 mois, 120 soldats ukrainiens se sont suicidés. 20 par mois. Oh, rien que ça. 2 tous les 3 jours. Mais ça doit aller très bien sur le front. Deux suicidés tous les 3 jours. Et ça, c'est ceux qui se réussissent. Je te parle même pas de ceux qui se loupent. Oui. Ouais, en plus. Là, c'est ceux qui ne sont pas loupés. Il y en a 120 en 6 mois. 120 en 6 mois. Pour comparatif, l'année dernière, à la même période, on en avait 96. Ouais.
Voilà, donc 22,5% de plus. Et sur ces 120, donc on en avait quand même, la plupart avaient à peine entre 20 et 30 ans. C'est jeune, hein. Ouais. C'est jeune. Il y en a quand même 64 qui se sont suicidés, qui avaient moins de 30 ans, soit 53% du total. 26 avaient entre 35 et 40 ans. Et donc sur ces 120, 88 étaient des participants de l'opération antiterroriste ou de l'opération des forces interarmées, soit 73%. Voilà. Donc comme si vous dites qu'en vrai, les vrais chiffres, ça doit être 2 à 3 fois tout ça. Ouais, une hécatombe. Une hécatombe. Non, mais quand je dis que l'armée ukrainienne est dans un état lamentable, qu'on ne croit pas, voilà. Hein. Si on regarde la situation politique, on avait parlé de ces initiatives, enfin, et ces ordres donnés donc d'un côté de la part de Vladimir Poutine, de l'autre cette initiative de Sergueï Chargounov, hein, ce député russe. Bon, en tout cas, ça y est, on commence à passer tout ça au stade législatif pour ce qui est de la simplification de l'obtention de la citoyenneté russe. Donc le 7 août, la Douma a soumis un projet de loi qui propose de donner au président de la Fédération de Russie, donc à Vladimir Poutine, le pouvoir d'établir des listes d'étrangers pouvant obtenir la citoyenneté russe de manière simplifiée. Hein, donc, entre autres pour les compatriotes vivant dans des pays à la situation sociopolitique et économique complexe, des pays où il y a des conflits armés ou un changement de régime politique. Ah oui. Ta petite référence au Maïdan. Hein. Dans le même temps, le projet de loi prévoit la simplification de l'obtention de la citoyenneté pour les compatriotes qui vivent à l'étranger et qui participent au programme gouvernemental de réinstallation volontaire en Fédération de Russie. Mesure qui s'applique seulement à ceux qui ont reçu un permis de résidence, qu'il soit temporaire ou permanent, et sera valable quelle que soit la région choisie comme lieu de résidence. Parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des histoires de quotas selon certaines régions. Mm-hmm. Donc, pour essayer de repeupler les régions qui sont les plus vides. D'accord. Donc, pourquoi cette exigence d'avoir obtenu un permis de séjour pour bénéficier de cette procédure simplifiée ? Eh bien, c'est parce qu'il faut assurer la sécurité de la Fédération de Russie en empêchant la propagation de maladies dangereuses sur son territoire et aussi de terroristes. Puisque pour obtenir un permis de séjour, la personne doit fournir ses empreintes digitales, passer un examen médical pour confirmer qu'elle ne se drogue pas, qu'elle n'est pas porteuse de maladies infectieuses dangereuses et produire un certificat attestant qu'elle n'est pas porteuse du VIH. Donc comme on peut le voir dans la continuité donc, des ordres qui avaient été donnés par Vladimir Poutine pendant sa ligne directe du mois de juin, la simplification de l'octroi de la citoyenneté russe progresse rapidement sur le plan législatif et devrait permettre à de nombreux réfugiés du Donbass d'obtenir un passeport russe sans pour autant le distribuer n'importe comment à n'importe qui. Je fais référence à la France qui donne la nationalité française à tout le monde. Hein. Comme on le voit, la façon dont ce projet de loi est formulé et les catégories de personnes concernées montrent que la Russie essaie de trouver un juste équilibre entre bon sentiment et pragmatisme pour ne pas mettre en danger sa sécurité ou l'équilibre du pays, tout en intégrant ou réintégrant de manière convenable ceux qui veulent réellement s'intégrer ou revenir en Russie. Alors là, je vais en venir donc à ce point d'un de ces auditeurs qui m'avait demandé de parler des choses positives en RPD, en RPL. Je vais en parler un petit peu en vrac. C'est vrai que j'ai pas toujours eu l'occasion de reparler de tout ça, de redétailler. En RPL, par exemple, il faut savoir que depuis l'arrivée de Leonid Pasechnik au pouvoir à la place de Plotnitsky, les situations s'améliorent grandement sur le plan économique. Les retraites et les minima sociaux ont été brutalement augmentés pour s'aligner sur les RPD, par exemple. Donc maintenant, on a les mêmes pensions minimales dans les deux républiques, ce qui n'était pas le cas avant. Par exemple, des campagnes pour attirer les investisseurs étrangers y ont lieu aussi pour développer entre autres l'industrie agroalimentaire. Donc la RPL est en train de rattraper son retard par rapport à la RPD, il y avait quand même un léger retard entre les deux. En RPD, on avait parlé de ces nouveaux tramways qui devaient être mis en place, donc là ils sont en cours de fabrication, normalement ils devraient même être en cours de finalisation pour les premiers là en ce moment. On montrera quelques photos qui ont été prises dans l'usine, donc c'était au début de la fabrication quand ils construisaient la carcasse. L'industrie pharmaceutique en RPD se développe. On a une usine qui produisait déjà certaines vitamines et là elle est en train d'accroître le nombre de préparations qu'elle produit. Donc là elle commence à faire des compléments en oligo-éléments, en différents mélanges, etc. Donc ça aussi ça se développe. Ce qui se développe aussi c'est les transferts financiers entre RPD et RPL via la Poste du Donbass, donc Pochta Donbassa. Donc là ils sont en train de ils ont mis en place des systèmes entre guillemets de virement postal entre les deux républiques.
Et là, j'ai vu qu'ils ont amélioré récemment le système pour que ça soit pas lié en fait à l'adresse. C'est-à-dire genre ta résidence est à Lugansk, mais tu es en déplacement, je sais pas, à Alchevsk chez ta mère, et tu dois recevoir justement un de ces virements. Et pour pas avoir à retourner à Lugansk, en fait, qui est là où tu résides. Donc là, ils ont amélioré le système pour que maintenant tu puisses le retirer n'importe où dans dans la République destinataire. D'accord. Donc un peu comme le Western Union où tu peux le retirer n'importe où. Donc ça c'est super. La Banque centrale de la RPD aussi commence maintenant à vouloir proposer des comptes bancaires aux employés du privé en plus des fonctionnaires et des retraités. Donc il faut savoir que jusqu'ici, seuls les retraités, les fonctionnaires, les entreprises d'État, etc. avaient des comptes bancaires auprès de la Banque centrale. Donc pour payer les retraites et les salaires des fonctionnaires. Et là, en fait, maintenant, la Banque centrale est en train de vouloir s'étendre. Donc, en fait, maintenant, sur leur site, tu vois maintenant le truc pour dire, bah, voilà, vous voulez simplifier la gestion de la paye pour vos salariés, bah, hop, ouvrez-leur un compte chez nous, paf, vous faites ça par virement, plus de cash à gérer, etc. C'est vachement plus simple. Donc, ça aussi, ça avance. Et donc c'est vrai que j'ai pas fait de gros articles dessus, c'est tellement débile que j'en ai marre de pointer les débilités en Ukraine. Mais alors qu'en Ukraine, ils parlent de fermer les liaisons ferroviaires directes avec la Russie. Donc il faut savoir qu'actuellement déjà il n'y a plus de vol direct entre l'Ukraine et la Russie. Les gens doivent changer à Minsk, donc en Biélorussie. Vous voyez le niveau de débilisme ? Bien. Et ben ils veulent faire pareil avec le rail et ils sont même en train de pousser pour faire pareil avec les bus. C'est taré, hein. Non, mais c'est bien, enfin, ça enrichit Minsk, ça enrichit la Biélorussie, c'est cool. Mais en vrai, ça pourrit la vie des Ukrainiens qui ont de la famille en Russie et des Russes qui ont de la famille en Ukraine. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Là, c'est vraiment du mongolisme à l'état pur. Enfin, je veux dire... Tu penses qu'ils vont arriver à couper les routes à la fin, non ? Ou empêcher les vélos de passer d'Ukraine en Russie. Je sais pas si je sais pas ce qu'ils vont foutre, mais c'est n'importe quoi. Enfin, pendant qu'ils en sont à élaborer ces plans foireux, la RPD, elle, travaille à mettre en place une liaison ferroviaire directe vers la Russie, donc jusqu'à Taganrog, qui est donc entre ici et Rostov, d'ici la fin de l'année en cours. Donc ça aussi, ça avance. Donc on est en train de désenclaver de plus en plus les deux républiques, pendant que l'Ukraine continue de construire la grande muraille autour d'elle, quoi. Un peu, voilà, donc un petit peu les points positifs pour montrer des trucs un petit peu. Donc désolé, je les balance en vrac comme ça, mais donc voilà, c'est un petit peu les trucs des derniers mois qui méritaient d'être soulignés. En Ukraine, pendant ce temps-là, malgré l'aide financière que Kiev reçoit du FMI, la somme qui reste sur les comptes du ministère ukrainien des Finances menace le pays d'un véritable chaos financier, selon Bloomberg. Donc, c'est pas Russia Today, c'est Bloomberg, hein, quand même. Hein. Donc, d'après ce que Bloomberg dit, les réserves financières de l'Ukraine fondent, ce qui inquiète beaucoup la Banque nationale ukrainienne. D'après Bloomberg, sur les comptes du ministère ukrainien des Finances, au 1er août, il ne restait que 2 milliards de hryvnias, soit à peine 64 millions d'euros. Je suis sûr que le Zimbabwe a plus sur sa... Ah oui, c'est certain même. Oui, non, c'est certain. Oui. Je pense que là, on doit pas être très loin. Le président de la Banque nationale, donc Dmitry Sologub, a déclaré à Bloomberg que l'Ukraine avait des problèmes de liquidité. Le gouvernement aurait besoin d'argent pour combler les manques, mais le problème, c'est qu'il y a très peu de sources de financement. Forcément, à force de votre russophobie, etc., il n'y a plus beaucoup d'investisseurs russes qui veulent venir investir chez vous. Vu que vous faites chier les bateaux russes... Vous allez finir par ne plus avoir de livraison depuis la Russie, ça, il n'y a pas de problème aussi. Donc, faut vous étonner de la situation dans laquelle vous êtes. Je veux dire, ça incite personne à venir investir chez vous. C'est surtout qu'au global, on a un système de corruption tellement étendu, tellement... corruption, et puis, je vous dis, le moindre truc que vous faites de travers, vous devenez ennemi de l'État, et puis on va caillasser vos bureaux, où ils foutent le feu, ou... Enfin, vous voyez le truc, quoi. Il n'y a personne qui a envie d'investir dans un pays comme ça. Donc, selon Bloomberg, la raison de cette situation est que l'Ukraine n'a pas encore reçu cette tranche de 1,9 milliard de dollars du FMI, ce qui conduit au blocage de l'aide financière d'autres parties, dont l'Union européenne. Mais c'est très bien que ça continue comme ça. Le retard dans l'obtention de cette tranche donc, menace le pays de sombrer dans le chaos qui s'est déjà propagé à d'autres marchés émergents. Et cela signifie que l'Ukraine ne sera pas en mesure de vendre ses obligations gouvernementales de 2 milliards de dollars. Je ne vois pas qui peut encore vouloir acheter des obligations gouvernementales ukrainiennes, alors que l'Ukraine doit toujours, maintenant avec les intérêts, on doit en être presque à 5 milliards à la Russie, et qu'elle refuse de les payer. Donc il n'y a personne qui va vouloir acheter 2 milliards
d'obligations gouvernementales ukrainiennes en sachant qu'ils risquent de se retrouver comme la Russie avec le bec dans l'eau et le pognon qu'il ne retrouvera jamais. Ah ben, si, il y a des investisseurs maso. Ouais, ça doit être ça. Ils savent que de toute façon, ils vont pas retrouver cet argent. Voilà, donc je rappelle que donc cette tranche qui manque fait partie de ce programme d'assistance totale du FMI qui prévoyait de donner 17,5 milliards de dollars à Kiev et elle coince depuis la fin de l'année 2017. Moi, entre autres, parce qu'ils sont toujours pas foutus de voter une loi pour mettre une vraie cour anticorruption indépendante en place. Et la deuxième condition qui aurait du mal à passer, c'est l'augmentation des prix du gaz pour la population. Si Poroshenko augmente les prix du gaz de 60%, comme on l'a dit la semaine dernière, ça sera la fin pour lui. Une situation donc financière catastrophique qui est due au fait que les fonds alloués à Kiev sous forme d'aide se retrouvent dans un trou noir et n'en ressortiront probablement plus jamais. Et ça, ça a été exprimé par le sénateur tchèque Jaroslav Doubrava, qui avait été interviewé par le média Parlamenti Listi. Ce sénateur s'est exprimé dans une interview au sujet de la situation économique qui s'est créée en Ukraine. Il est d'avis que les oligarques poursuivent leur lutte pour obtenir un maximum de flux financiers, tandis qu'une pauvreté terrible règne chez les autres habitants. Il dit que cela est notamment dû au fait que tous les fonds alloués à Kiev en tant qu'aide financière sont tombés dans un trou noir et ont peu de chances d'en sortir. Dans le même temps, personne en Occident se préoccupe du fait qu'il y a eu donc ce coup d'État violent en Ukraine au cours duquel des milliers de personnes ont été tuées. Tous ne veulent que poursuivre leurs propres intérêts dans le jeu politique, a ajouté le sénateur. Abordant le sujet de l'avenir de l'Ukraine, M. Doubrava a confié que dans les années à venir, un tableau plutôt sombre se dessinait pour le pays. Il a dit, je cite, « La périphérie ne soupçonne probablement pas ce qui se passe. Les fascistes ont déjà pris sous leur contrôle de grandes villes », a-t-il déploré. Il a également reconnu qu'il ne souhaitait pas se rendre en Ukraine avant que le pouvoir ne change. Il a dit, je cite, « Je ne veux pas marcher dans les rues où défilent les fascistes et où ils crient leurs abominations. » Voilà, fin de citation. D'ailleurs, c'est confirmé, j'ai des contacts qui vont régulièrement en Ukraine, qui ont des maris ou des épouses ukrainiens. Même ces maris et ces épouses-là te disent clairement, l'Ukraine n'est plus un pays. Ils appellent ça la contrée ou le territoire. Ça s'appelle même plus ça un pays. Les gens sont vraiment hallucinés de voir comment évolue ce qui fut leur pays. Ils sont assez effarés et c'est vraiment déprimant, quoi. C'est vraiment la catastrophe. Là, j'ai vu une histoire, il y a une grand-mère qui a été je sais pas, ils ont essayé de l'aider et tout parce qu'elle essayait de bouffer un chat vivant, parce qu'elle crevait de faim. Tu vois des trucs, les grands-mères qui fouillent dans les poubelles, des trucs comme ça. Ça se multiplie en Ukraine. Les gens n'ont plus les moyens de bouffer, comme je le disais. Ce sont les 2/3. On disait la semaine dernière, les 2/3 arrivent même plus à payer leurs factures. Donc bon, je veux dire, qu'est-ce que je vous ai dit, ça sera la Somalie. Voilà, mais ce sera la Somalie néo-nazie, Et je pense que Washington vise à ce que ça se produise comme ça, parce que... C'est possible, parce que c'est pas possible. Je veux dire, soit les mecs sont complètement aveuglés, soit c'est ce qu'ils veulent. Parce que là, dans les dernières preuves que l'Ukraine se nazifie, c'est qu'après avoir changé, donc je rappelle les couleurs des bérets, certaines de ces troupes qui venaient de l'héritage soviétique, décerner le titre de héros de l'Ukraine à Bandera, renommer des avenues de Kiev en l'honneur de ce trou du cul, collaborateur du régime nazi. Voilà que les autorités ukrainiennes ont décidé de remplacer le salut traditionnel au sein de l'armée par le slogan de ces mêmes collaborateurs antisémites et russophobes de tonton Adolphe. Mais ça, Washington ne peut pas l'ignorer, c'est impossible. Voilà. Donc ce passage du salut militaire traditionnel soviétique vers le slogan nationaliste ukrainien qui est donc gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Désolé, ça me... reflux gastrique, sera entendu publiquement pour la première fois le 24 août lors de la parade militaire qui aura lieu à Kiev à l'occasion du jour d'indépendance du pays. Pas quelle indépendance, mais ouais, si tu veux. Changement qui a lieu à la demande de Poroshenko lui-même, et ce malgré le fait qu'une bonne partie des troupes ukrainiennes ne soient pas très d'accord pour ce petit changement. Il y a des soldats ukrainiens qui ont rappelé que les forces armées ukrainiennes ne sont pas l'UPA. Voilà. Mais il y en a qui restent encore anti-nazis. Oui, il y en a encore quelques-uns qui ont encore plus ou moins leur tête. Donc tout ça a été déclaré après la répétition qui a eu lieu mardi, à laquelle assistait le ministre ukrainien de la Défense, Paul Torak, qui a dit qu'à l'occasion de ce 27e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine et du 100e anniversaire de la renaissance de l'État, puisqu'il y a 100 ans, donc le
premier État ukrainien avait émergé après la révolution bolchevique. Donc, que ce sera marqué par une super grosse parade avec 4500 soldats, 250 pièces d'équipement, les femmes cadets de l'université militaire de Kiev, et pour la première fois, la participation de troupes venant de pays alliés. Alors moi, j'aimerais bien savoir, comme si ces troupes étrangères savent ce que signifie ce slogan, quel genre de personnes l'ont mis au point, hein, parce que je pense que ça serait quand même peut-être bien que ces soldats de pays alliés de l'Ukraine vont se retrouver associés à un salut adopté donc par ce qui était l'OUN, l'Organisation des nationalistes ukrainiens, et l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne en 1941, et que je rappelle que ces charmantes organisations ont massacré des centaines de milliers de Polonais, de Juifs, de Tziganes et de Russes pendant leur collaboration avec les nazis, et d'ailleurs qu'ils le faisaient de manière tellement atroce que même les SS avaient envie de gerber. Mais à part ça, d'après la presse occidentale, bon, à part là, l'Atlantic Council qui s'est réveillé il n'y a pas très très longtemps, hein, mais on se rappellera nos chers journalistes français qui nous avaient juré la main sur le cœur que les néo-nazis et ultra-nationalistes sont minoritaires et n'ont pas le pouvoir en Ukraine. Mais moi je trouve qu'ils en ont déjà beaucoup trop, hein, parce qu'ils en ont déjà assez pour faire renommer les rues, décerner le titre de héros national à un collaborateur reconnu comme Bandera, et maintenant pour convertir l'armée ukrainienne tout entière à un salut de collaborateur du régime nazi. Si ces gens-là n'ont pas le pouvoir, ça y ressemble quand même vachement. Hein. Moi, je dis, pourquoi pas faire un Sieg Heil pendant la parade aux soldats ukrainiens pendant qu'on y est. Hein. Je veux dire, ça dénotera pas avec les marches au flambeau habituelles des groupes ultranationalistes comme Secteur Droit, Svoboda et autres tarés. Bon, parce que sauf que là, ce petit problème, c'est que c'est une armée officielle. Hein. Armée d'un pays qui se trouve aux portes de l'Union européenne et que cette dernière finance et soutient depuis plus de 4 ans. Hein, c'est ça, j'aimerais quand même que les gens qui m'écoutent comprennent que c'est ça, que vos impôts servent à financer la renaissance du nazisme aux portes de l'Europe par l'argent des contribuables européens. Ça vous plaît? Non? Avec une petite étude historique, on se rend compte qu'ils avaient déjà fait ça en fait à une certaine époque, qui avait permis au régime nazi d'éclore, tout simplement. Hein. Les Américains ont financé les nazis, c'est connu, hein, je veux dire, ça a été déclassifié. Bon, il serait peut-être temps quand même que les peuples européens se réveillent, puis c'est surtout temps que les autorités européennes cessent de jouer les hypocrites en prétendant combattre l'antisémitisme et le racisme chez eux. Hein. Je rappelle qu'en France, on a eu quelques jolies... charge gouvernementale contre certains pour des histoires d'antisémitisme, pendant que vous financez un pays qui se nazifie publiquement depuis 4 ans à la porte de l'Europe. Si vous pouviez arrêter l'hypocrisie 5 minutes, ça serait pas mal. Hein. Et puisqu'on parle de nazis, hein, quoi de mieux que de parler des relations de l'Allemagne et de l'Ukraine? Ah oui. Hein, parce que de l'Allemagne, en plus d'être garant des accords de Minsk, on a découvert que depuis 2014, l'Allemagne a déjà accueilli sur son sol pour traitement médical plus de 100 soldats ukrainiens, sans savoir s'ils font partie de l'armée régulière ou des bataillons néo-nazis. Sauf que certains de ces patients ont été filmés en train de faire des saluts nazis sur leur brancard, d'autres arborent des t-shirts au logo d'extrême droite. L'information a été révélée par RT en allemand, donc RT Deutsch. Bon, ce qui a quand même provoqué un scandale dans le pays qui fut le berceau du nazisme, hein, je le rappelle. Le lièvre a été levé par Alexander Noy du parti Die Linke, donc qui est la gauche, qui a obtenu des réponses assez effrayantes à ces questions sur ce programme d'aide aux soldats ukrainiens. Ainsi, on apprend que pas moins de 112 soldats ont déjà bénéficié de ce programme depuis 2014 et été emmenés en Allemagne pour y être soignés. Lorsque Noy demande combien de ces personnes venaient de bataillons néo-nazis ou paramilitaires, du régiment Azov ou de l'armée régulière, et combien venaient des armées de la RPD ou de la RPL, la réponse a été le gouvernement fédéral n'a pas d'informations à ce sujet. Donc c'est bien, vous faites venir des mecs, vous savez même pas qui c'est. Concernant le financement, la réponse vaut aussi son pesant d'or, puisque on découvre que les frais de transport et de traitement donc de la première vague d'aide en 2014 ont été payés par le Bureau des Affaires étrangères, mais ensuite ça a été financé par la section 14. Alors pour ceux qui sont pas au fait, la section 14 en fait c'est une partie du budget allemand qui concerne les obligations en lien avec l'appartenance à l'OTAN et autres institutions internationales. Donc en clair, le gouvernement allemand finance sur son budget le transport et le traitement de soldats ukrainiens, dont elle sait strictement rien, y compris des néo-nazis et des criminels de guerre. Le tout au titre de son appartenance à l'OTAN, alors que l'Ukraine, je rappelle, n'est toujours pas membre de l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord. Non, c'est clair. Voilà.
Donc là, devant tout ça, Russia Today allemand avait demandé au ministère fédéral de la Défense quels étaient les critères appliqués pour sélectionner les blessés ukrainiens. Bon, la réponse a été qu'ils étaient choisis uniquement sur base médicale, la priorité étant accordée à ceux nécessitant un traitement urgent. Bon, le petit problème, c'est qu'une vidéo postée par Deutsche Welle en russe sur leur page Facebook montre clairement des soldats sur un brancard en attente d'être envoyés en Allemagne saluer un autre camarade par un superbe salut nazi. Je le ferai pas, on mettra le lien vers le truc. Il a pas l'air d'être mourant celui-là, hein. Je pense pas qu'il ait besoin d'un traitement aussi urgent que ça. Il faire croire qu'un service de renseignement comme le BND soit incapable de dire ou de savoir qui est-ce qu'ils laissent entrer sur le territoire allemand pour les soigner en plus. Hein. Là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, hein. Voilà. Un autre soldat filmé par la chaîne ukrainienne TSN, quant à lui, porte un t-shirt d'une marque populaire chez les néo-nazis et les ultranationalistes qui arbore une référence claire à la division SS Viking. Tout va bien. Et pendant que les néo-nazis ukrainiens se font soigner en Allemagne aux frais du contribuable, cette générosité humanitaire ne s'étend pas aux civils du Donbass, comme l'a souligné Alexander Noy. Ce dernier a aussi souligné que même les civils qui ont été victimes des bombardements des centres-villes de Donetsk ou de Lugansk par les troupes ukrainiennes ne semblent pas être considérés comme dignes d'être traités en Allemagne. Du point de vue de Berlin, ils vivent probablement du mauvais côté du front, a conclu Noy. Il semble donc que Berlin préfère soigner les criminels de guerre et les soldats néo-nazis plutôt que leurs victimes innocentes. C'est une conception assez fascinante de l'aide humanitaire allemande et je confirme que les civils n'y ont pas droit puisque le fils d'Olia, donc cette maman de 5 enfants qu'on aide, qui a été blessée à l'œil, hein, donc qui a perdu l'usage d'un œil, a été opéré 2 fois à Moscou et en fait il aurait eu besoin en fait d'une opération en Allemagne. Ils n'ont jamais réussi à obtenir l'autorisation pour faire envoyer le petit garçon se faire soigner en Allemagne. Ouais. Donc moi quand je vois des mecs qui font des Sieg-Heil se faire envoyer en Allemagne pour se faire soigner aux frais de la princesse pendant que ce petit garçon a perdu l'usage d'un œil parce qu'il n'a pas pu recevoir les meilleurs soins. C'est un aveu en un sens. C'est un aveu. Alors moi ce que j'adorais c'est les gens qui, quand j'ai fait cet article-là, dans les commentaires, entre autres sur une des plateformes, je ne citerai pas laquelle, ils se reconnaîtront, sont venus me dire oui mais bon tout ce qui compte c'est l'urgence, quand t'as un mec en train de pisser son sang, machin, non ça c'est sur le front. Le front ukrainien n'est pas... près de l'Allemagne, pas encore. Et puis c'est pas de ce côté-là que le sang coule, hein, parce que c'est quand même eux qui bombardent le Donbass. Quand tu soignes sur place, c'est les règles de la Convention de Genève qui s'appliquent. Hein. Je veux dire, comme je dis, nous on soigne les soldats ukrainiens qu'on attrape, hein, vivants, on les soigne. Mais je pense pas qu'il viendrait à l'idée de la Russie de débourser du pognon pour les faire traiter chez elle. Je pense pas que je verrais la Russie faire ça pour des criminels de guerre. Je trouve ça quand même assez extraordinaire. Je veux dire, celle qui traite le plus d'ailleurs les civils du Donbass en termes d'aide médicale, c'est la Russie. C'est là-bas que la plupart vont être soignés quand ils ne peuvent pas recevoir ici les traitements dont ils ont besoin. C'est pas en Europe. C'était le cas d'ailleurs d'un enfant qui avait perdu son petit frère, qui a été haché menu. Oui, Vania, qui avait été envoyé en Russie, à Moscou, pour y être soigné. Je veux dire, Vania n'a pas du tout été aidé par l'Europe. Donc, moi, je trouve ça assez fascinant, moi, quand on vient de me parler d'urgence vitale, machin, mais arrêtez, quoi. Je dis, ces mecs, je veux dire, ils ont été blessés, quoi, dans le cadre de leur travail. Leur travail, c'est quoi? C'est ici de tirer sur leurs compatriotes qui sont pas d'accord avec eux. C'est des criminels de guerre. Moi, les gens qui sont venus me dire « Oui, mais vous en savez rien », mais si, non, désolé. Je veux dire, ceux qui sont pas d'accord avec les ordres, soit ils s'enfuient. D'ailleurs, on a eu un déserteur, un gars qui a voulu déserter du côté ukrainien pour passer chez nous. Il s'est fait descendre par ses camarades. Ils l'ont abattu, hein. Enfin, ils ont envoyé des mortiers sur la gueule pour le tuer, pour pas qu'il puisse passer chez nous. Soit les mecs qui se suicident, ou ils désertent, ils s'enfuient, etc. Sur le choix, tu l'as toujours. Oui. Comme j'ai dit à certaines personnes, depuis le procès de Nuremberg, l'excuse on m'a donné un ordre, j'ai fait qu'appliquer les ordres, ça marche plus. Hein. Non, je veux dire, faut arrêter les conneries. Les soldats qui sont ukrainiens, qui sont sur le front, qui tirent ici, puis qui se font blesser parce qu'en fait nos gars répondent, désolé, c'est des criminels de guerre. Hein. C'est des gens qui tirent sur des civils. D'accord ? C'est point barre.
Je veux dire, il n'y a même pas de question à se poser. Et donc l'Allemagne les soigne aux frais de ses contribuables. Je pense qu'ils seront contents de le savoir. Alors, pendant ce temps-là à Kiev, vous vous souvenez de Nadia Savchenko qui avait été en grève de la faim et qui avait pris miraculeusement je ne sais pas combien de kilos pendant la dite grève de la faim, pendant qu'elle était en prison en Russie? Elle avalait de l'air, non? Je sais pas. En tout cas, elle a fait des petits, elle a fait des émules, puisque donc pour ceux qui savent pas, qui vivent dans leur grotte, ça fait un petit moment que les médias européens et français nous cassent les oreilles avec le prisonnier politique, que je dis, le martyr Oleg Sentsov, donc ce réalisateur ukrainien soi-disant justement mis en prison en Russie. Bon, en vrai, il a été condamné pour terrorisme avec de sacrées preuves contre lui. Monsieur voulait organiser des attentats terroristes en Crimée. Parce que monsieur supporte pas la réintégration de la Crimée au sein de la Fédération de Russie. Voilà, c'est une conception fascinante des choses, tu vois. T'as plus de 90% des gens qui votent pour réintégrer la Fédération de Russie. Toi, tu veux faire des attentats sur le sol criméen pour dire que t'es pas d'accord. C'est intéressant. Enfin, je veux dire, on vit en démocratie, c'est la loi de la majorité qui... là, c'est des méthodes de fascistes, alors forcément. Oui, voilà. Donc, il a été condamné pour ça, quand même. Je veux dire, il n'a pas été condamné parce qu'il est un opposant politique ou je sais pas quelle connerie. Non. Il a été condamné pour des faits extrêmement graves. Tout comme Savchenko avait été condamné pour complicité de meurtre sur 2 journalistes russes. Bon. Alors là, la palme, je la décerne à France Info quand même, qui nous a sorti un truc. Vous allez voir, c'est dantesque. Ils ont sorti qu'il est prêt à mourir. Ils ont affirmé donc hier, via son avocat, Dmitri Dinze. Bien sûr, Oleg, comme toute autre personne, ne veut pas mourir, mais il y est prêt. Donc cette déclaration qui intervient alors qu'Oleg Sentsov a dit craindre une fin proche, dans une lettre qu'il a adressée à sa cousine qui a assuré mercredi que la situation de Sentsov était catastrophique. Donc son avocat a continué dans le délire. Alors je vous jure, ne vous pissez pas de rire dessus, je veux pas être responsable d'une catastrophe. L'avocat a sorti un truc, c'est grandiose. Oleg est devenu un kamikaze ukrainien qui a mis sa vie en jeu pour sauver la vie des autres, pour ses idéaux, pour son pays. Bien. C'est France Info? C'est France Info. C'est vrai. C'est pas Farce Info. Je dois me dire pour me rigoler quand je lis ça. Voilà. Donc après, on te dit que donc, selon l'avocat, il lit des livres, écrit et finit des scénarios, écrit des récits. Il travaille beaucoup, sinon il pourrait devenir fou s'il restait allongé à regarder le plafond. Donc, on va résumer. D'après les médias occidentaux, ça fait près de 3 mois qu'il serait en grève de la faim. On doit être pas loin des 80 jours, à peu près, si mes calculs sont... Ah ouais. Non, mais je peux te dire une chose déjà, au bout de 45 jours, les gens sont vraiment très mal. Bien sûr. C'est des éponges, ils bougent plus, quasiment. Après 3 semaines sans bouffer, ton corps commence à se bouffer lui-même. C'est ça, ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, non seulement il est toujours en vie, normalement après une durée pareille, tu devrais être mort. Quasiment, oui. Voilà. Quasiment. Il a l'air en bonne santé d'après les photos publiées par Lyudmila Denisova, la médiatrice ukrainienne. Donc on mettra les petites photos, qui sont des photos qui sont confirmées comme étant vraies. Déjà, je le vois, il a même pas de perfusion. Il est debout, il n'a pas de perfusion. Il a l'air d'aller assez bien, puis il a encore assez d'énergie pour bosser. Et cerise sur le gâteau, la médiatrice qui te publie ces photos te dit sur Facebook que l'état de Sentsov est satisfaisant. On pourrait arrêter les blagues 5 minutes, les gars? Après 80 jours de grève de la faim, le mec il devrait être alité à l'article de la mort dans son lit avec une perf et il devrait ressembler à un survivant d'Auschwitz. Oui. D'accord? Sans doute, ouais. Surtout qu'à la base il était pas bien épais déjà. Je veux dire, c'est pas comme Nadia qui avait quelques stocks. Déjà à la base. Après, elle a grandi les stocks pendant la grève de la faim. Je sais pas comment elle a fait. Les mecs, si vous pouviez tous arrêter votre cinoche de pseudo-martyr 5 minutes, ça serait gentil. Parce que là, c'est même plus drôle, c'est pitoyable. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment pas d'autres termes. Sincèrement, c'est du grand n'importe quoi. Si ce mec est en grève de la faim... Bon. Non, j'ai pas reçu que je suis la reine d'Angleterre. Non, tu n'es pas la reine d'Angleterre, c'est sûr. Mais sincèrement, là, ça devient vraiment débile. Voilà. Donc, pour les gens qui me parlent de Sentsov le martyr, pour citer un youtubeur dont j'ai regardé les vidéos il n'y a pas longtemps, allez cueillir des fleurs dans un champ de mine. Merci. Ça nous débarrassera d'une poignée de cons.
Bah, de toute façon, avec l'affaire Babchenko, la fameux journaliste ressuscité, il fallait pas s'attendre à autre chose. Hein, non, mais il faut arrêter là. Le pire, c'est qu'aucun journaliste occidental ne se rend compte qu'ils écrivent des conneries mais géantes, quoi. Je veux dire, presque 3 mois de grève de la faim et on te publie des photos du mec debout, en forme. Bon, oui, il pèse pas 90 kilos, mais bon, il n'est pas émacié non plus. Je veux dire, il ressemble pas à un survivant des camps de la mort. Non. Je veux dire, normalement, après 80 jours de grève de la faim, il devrait ressembler à ça. Et puis il serait pas debout, hein. Il serait pas debout. Il serait pas debout, il serait alité, il serait sous perfusion et il serait clairement pas non, il ferait 40 kilos. Faut arrêter les conneries, il aurait de l'atrophie musculaire. Hein, alors si c'est une grève de la faim comme Savchenko qui bouffait des petits pots pour bébé. Ah. Oui, parce que pour elle, grève de la faim, ça veut dire grève de tout ce qui est alimentation solide. Voilà, donc les petits pots pour bébé, ça compte pas. Enfin bon, si tu t'en gaves, c'est pas une grève de la faim. Hein. Oui, non, je te jure, c'est véridique. Donc voilà, c'est le genre de conneries. Arrêtez vos histoires de martyrs de Sentsov, s'il vous plaît. Voilà. Les petits pots pour bébé, c'est pas... D'accord, ok, c'est pas de la nourriture. Bon. Voilà, donc c'est la grève de la faim de la Tous les bébés de la planète, enfin ceux qui mangent des petits pots, devraient maintenant comprendre qu'ils ne mangent pas quand ils mangent des petits pots. Voilà. C'est ça. Non, mais bon, là, faut arrêter les conneries. Donc, voilà un peu la situation. Donc, voilà pour les 2 ans. Donc, je m'accorde 2 semaines de vacances. Donc, ne vous affolez pas si après ce site web, vous ne voyez rien de publié, sauf... Ouais. Si les Ucrop décident une fois de plus de me saboter mes vacances, parce que ça fera jamais que la 3e fois que j'essaie de prendre des congés. Mais donc, normalement, vous ne vous affolez pas si vous ne voyez rien pendant 15 jours. C'est tout à fait normal. Voilà, donc je serai en repos et je ne sais pas encore si j'aurai même accès à Internet ou pas, on va voir. Ce sera surprise. Donc voilà, donc vous affolez pas, tout va bien. Et je vous retrouve donc dans 15 jours pour le prochain Sitrep. Ouais, toute fin du mois d'août, hein, autour du 30 août, enfin je sais pas quand est-ce que... ça sera dans 14 jours, donc le 25. Ah oui. Voilà. 25. Voilà. Donc le prochain Sitrep sera le 25 août. Et donc voilà. Donc promis, je me prends des vacances. Il y a plein de gens qui m'ont dit il faut que tu te reposes, etc. Donc oui, il faut que je le fasse effectivement. Donc voilà, promis, je le fais. Et donc vous inquiétez pas pour moi et je vous retrouve dans 15 jours. Voilà. On revient en grande forme dans 15 jours. On l'espère, hein, parce que tu mérites largement ces vacances. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec tout le travail que tu as fourni jusqu'à présent, sans arrêt. Ouais. Hein. Donc voilà. Ben, je crois que je peux te remercier, moi en tout cas. Je suis sûr que nos vidéospectateurs et vidéospectatrices se joignent à moi pour te remercier pour ce travail. Et, bon, j'espère que tous n'auront pas bavé trop sur le... Ah bah si. Ah bah si, quand même, un peu, hein. Moi déjà, hein, alors bon... Voilà, donc je te dis à dans 15 jours, et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée Christelle, à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir.